Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce samedi 1er février 2020. Voici les titres. Le Premier ministre a parrainé la cérémonie commémorant le premier anniversaire, la célébration du premier anniversaire de la cité Oumou Salama. Et en sport, Djibouti Telecom a organisé la 20e édition des 15 km. Et le Royaume-Uni ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Bye bye le Brexit. Bonjour à tous. L'association de la cité Oumou Salama a organisé en grande pompe le premier anniversaire de la cité qui comptabilise presque 480 appartements sociaux où les familles vivent en parfaite harmonie. La cité Oumou Salama est un espace d'habitation pour toutes les communautés nationales cohabitant dans un cadre agréable, dans une bonne ambiance. Une cité considérée comme une réussite de la politique du logement, des logements sociaux initiée par le chef de l'État et concrétisée par le ministère des Logements. Et la cérémonie du premier anniversaire s'est déroulée en 2 temps. Hier, une soirée spéciale pour les femmes parrainée par la ministre des Logements, Amina Abdi Aden, qui a été organisée à l'occasion du premier anniversaire et suivie ce matin d'une cérémonie parrainée par le Premier ministre Abdelkader Kamil en présence des membres du gouvernement et de la vice-présidente de l'UNFD et également des parlementaires, de la maire de la ville de Djibouti et du président de la commune de Balbala. Les 2 événements ont été organisés par l'association de la cité Oumou Salama avec le soutien du ministère des Logements, de la mairie de Djibouti et de la RTD avec une forte implication de la population de la cité Oumou Salama. La population de la cité Oumou Salama donc, est sortie en masse pour accueillir et participer à la cérémonie de célébration du premier anniversaire et accueillir également la délégation conduite par le Premier ministre. Le Premier ministre qui a été accueilli par le président de l'association du conseil de quartier de la cité, Abdelrahman Mohamed Hamid, et du président de la commune de Balbala, Adel Mohamed Ahmed, la ministre du Logement, Amina Abdi, la ministre de la Femme, Moumina Ahmed, ainsi que des personnalités du quartier ont accueilli le Premier ministre avec tous les honneurs et dans une ambiance festive animée par de jeunes groupes folkloriques, toutes communautés confondues, un accueil digne, empreinte de satisfaction des habitants qui vivent aujourd'hui dans des maisons dures avec tous les conforts et un loyer mensuel à leur portée grâce à la politique du président qui s'est impliqué pour mettre à disposition des familles des logements décents. Et le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a remercié dans son intervention la population de la cité Oumou Salama pour l'accueil chaleureux et s'est réjoui de l'implication des habitants dans la gestion de la cité grâce à une dynamique association. On l'écoute. Merci de nous avoir accueillis à cet endroit, dans cette cité magnifique qui a maintenant 1 année d'âge. C'est vrai que la plupart des cités qui ont été construites auparavant ont tous, je ne veux pas dire qu'ils ont disparu, mais ils sont dans un état lamentable. Cette cité a été préservée. Elle a été préservée parce que, d'abord, le ministère de Logement a organisé ce qu'on appelle le syndic des copropriétés. Ensuite, il y a une association très dynamique qui s'est mise en place et qui a organisé les habitants de cette cité de telle manière qu'ils doivent préserver la propriété dans leur cité. À la rigueur, il nous a demandé, le président de cette association, nous a demandé un certain nombre de choses que nous allons leur apporter et ils ne vont pas manquer de soutien du gouvernement dans ce domaine. Et je voudrais vous dire un peu l'historique de cette cité. Au moment où de sa construction, le président de la République avait pris un défi de construire des logements pour la population à des prix très bas. Et cette cité a été un exemple, et ça a été un exemple pour que les entreprises qu'ils gagnent leur vie, mais aussi, il ne faut pas qu'ils aient des prix exorbitants. Et c'est la raison pour laquelle c'est lui-même qui a fixé le prix du mètre carré. Et c'est ainsi que cette cité a été construite avec son appui technique et financier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui,
cette cité a vu le jour avec une telle propriété. Effectivement, on va dire que cette cité, c'est une cité d'exemple pour les futurs logements qui sont déjà en construction. Et je voudrais encore rajouter aussi que l'association qui a pris en main la propriété de cette cité, je voudrais d'abord les remercier et ensuite leur dire aussi qu'il faut à leur tour maintenant, doivent conseiller les autres habitants des cités qui sont déjà construits ou en cours de construction. Merci de votre attention. Et à l'occasion de la célébration de ce premier anniversaire, outre la cérémonie de ce matin, présidée par le Premier ministre, l'association des habitants de la cité a organisé donc une soirée spéciale femmes pour célébrer l'événement. L'événement a été parrainé par la ministre des Logements, Amina Abdi Aden, en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumena Mohamed Hassan, de la vice-présidente de l'UNFD, Hassan Mohamed Bilil, des parlementaires, de la maire de la ville de Djibouti, Fatma Awali Ousmane, et des représentantes de la cité. Les femmes du quartier Oumou Salama se sont fortement mobilisées pour participer à l'événement organisé à l'occasion du premier anniversaire de la cité, où toutes les communautés vivent en parfaite harmonie dans un cadre agréable grâce à la politique du logement, des logements sociaux initiée par le président de la République. Sport à présent, la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier la 21e édition de la course de 15 km de Djibouti Télécom hier après-midi. Et cette course se divisait en trois parties, les 15 km, les 8 km et les 5 km, en présence du président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Saïd, vice-président Omar Mahabé, du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoibouh, et bien sûr les entraîneurs internationaux des athlètes djiboutiens comme Saïd Hassan Ali, et les responsables des athlètes ont été présentés avec les coureurs des différents établissements participants tels que les forces armées djiboutiennes, la garde républicaine, les gardes-côtes, la police nationale, la gendarmerie nationale, les forces françaises stationnées à Djibouti et des participants individuels. Cette course a été donc parcourue en trois catégories, des 15 km pour hommes, 8 km pour hommes et 5 km pour filles. Finalement, les vainqueurs ont été donc ont remporté la victoire sur un chrono de 5 km pour les filles, et c'est Habon Ahmed Jama'a qui a remporté cette course. Elle est du centre de l'université et a assuré un chrono de 17 minutes 56 secondes et 28 centièmes. La suivante, Samia Hassan Nour des forces armées djiboutiennes, en 18 minutes 15
15 secondes et 16 centièmes. Et la troisième place est revenue à Khadra Mohamed Dembil avec un chrono de 18 minutes, 24 secondes et 57 centièmes. Et pour les vainqueurs de 8 km, la première place est revenue à Hassan Idle Dirane de la garde républicaine sur un chrono de 22 minutes, 21 secondes et 28 centièmes. Deuxième place sur les 8 km toujours, Abdurrahman Sougué, toujours de la garde républicaine pour un chrono de 22 minutes, 31 secondes et 50 centièmes. Et la troisième place a été remportée par le même athlète, toujours du centre de la garde républicaine, Hamza Ali Hassan, en 22 minutes, 49 secondes et 9 centièmes. Et les 5 premiers du 5 km ont été remportés également par les filles de la garde républicaine. Enfin, donc, les champions des 15 km de l'année 2020. La victoire a été remportée par Jamal Abdi Diriye, alias Dalo, de la police nationale, qui a assuré sa première place sur un chrono de 44 minutes, 36 secondes et 50 centièmes. La seconde place est revenue à Ibrahim Hassan Bouh de la garde républicaine, qui a fait un chrono de 45 minutes et 86 centièmes. Et la troisième place et la quatrième place ont été remportées par les athlètes de la police nationale, Hassan Ouaïs, qui a pris donc la troisième place sur le podium avec un temps de 45 minutes, 15 secondes et 59 centièmes. Et durant la journée des 15 km de Djibouti Télécom. Écoutons à présent donc les impressions du directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui Bouh, concernant cette course. Mes remerciements aux participants de cette course, 21e édition du 15 km de Djibouti Télécom. Mes remerciements également à la Fédération djiboutienne d'athlétisme qui, chaque année, déploie des efforts considérables pour contribuer au succès de cette course. Mes remerciements à vous tous et toutes. Mes encouragements pour nos jeunes qui participent chaque année de plus en plus à cette course. Chaque année, nous devons améliorer cette course et ajouter quelque chose de plus. Nous avons un défi à relever ensemble et un challenge pour l'année prochaine pour faire de ces 15 km national un semi-marathon régional. Et soyez rassurés que Djibouti Télécom sera toujours à votre disposition, à la disposition de la Fédération djiboutienne d'athlétisme pour relever ces challenges. Nous tous, nous réussirons. Tout à l'heure, le présentateur avait parlé d'un partenariat solide. C'est un partenariat qui nous tient à cœur. Le Djibouti Télécom contribue beaucoup dans le domaine sportif, dans les domaines de la culture et également assiste et fournit des supports considérables aux personnes à besoins spéciaux. Donc, nous avons une politique de RSE qui est une charte pour Djibouti Télécom qui nous permet également d'investir sur le capital humain.
Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc des médias, notamment de la séparation de la télévision et de la radio ici au sein même de la radiodiffusion télévision de Djibouti, une initiative du président de la République. Regardez, c'est un magazine de Abdurrahman Mohamed. Séparer la télévision de la radio et faire de la RTD deux médias différents, voilà un projet qui depuis des années suscite un débat au sein du personnel de la radio-télévision de Djibouti. Ce débat sur la faisabilité de cette séparation n'aura plus lieu dans quelques temps puisqu'elle sera effective. Alors, comment la télévision et la radio, intimement liées depuis des décennies, vont-elles être réorganisées suite à cette réforme initiée par le président de la République? D'abord, sur le plan administratif, les deux médias vont fonctionner distinctement, selon des approches propres à chacun de ces médias. La gestion sera assurée par ce qui sera désormais appelé groupe audiovisuel public, au lieu de la RTD. Qu'est-ce que cela va impliquer concrètement pour les quelques 500 employés de l'actuelle RTD qui, pour certains, sont à cheval entre les deux entités? Pour les techniciens, et en particulier les journalistes, cette séparation se traduira d'abord par un traitement de l'information adapté à chaque support. La radio ne sera plus obligée de calquer sur la télévision. Ça, c'est un système international. Aujourd'hui, partout au monde, la radio, elle se trouve seule. Et la télévision aussi, c'est à part. La radio et la télévision, ils sont destinés à informer le public comme à sensibiliser. Donc, ils doivent se développer parallèlement. La première chose, c'est qu'il n'y aura plus de journalistes qui seront à cheval entre la radio et la télévision. Cela aussi permettra à ces journalistes de se focaliser et de se spécialiser dans l'économie, dans différents domaines qu'ils traiteront de manière très approfondie. Je suis une journaliste présentatrice de journal à la radio et je fais également des reportages pour la télévision. Donc le fait de séparer la radio et la télévision, c'est une bonne chose parce que je vais uniquement me consacrer en ce qui concerne et développer mes compétences. Pour les responsables de cette nouvelle réforme de l'audiovisuel djiboutien, l'impact sur la qualité, la professionnalisation ou encore la redynamisation institutionnelle et financière sera garanti. Au-delà de ces aspects, c'est l'assurance d'une pluralité de l'information et le suivi de ces respects sera plus facile, comme nous le confirme Ouloufa, présidente de la CNC, la Commission nationale de la communication. Effectivement, cette question de la séparation entre la radio et la télévision est un point très important pour la gouvernance médiatique dans l'environnement djiboutien. Et pour nous, cette séparation va jouer un rôle crucial dans le pluralisme de l'information. Comme vous le savez actuellement, les programmations de la radio ne sont pas totalement adaptées par rapport à ce mode de diffusion qui est la radio. Et ce que nous souhaitons, c'est que la radio puisse être un organe à part entière au sein du groupe audiovisuel médiatique djiboutien, comme la télévision également. Donc les programmations doivent être distinctes et pour qu'elles puissent atteindre un plus large public. Notamment, nous visons à ce que la radio puisse atteindre les villages les plus reculés de la République de Djibouti pour que tous les Djiboutiens puissent avoir accès à l'information d'une manière égalitaire et équitable avec ceux de la capitale. Deux sociétés donc, la radio d'une part et la télévision d'autre part. Une séparation fonctionnelle qui met l'audiovisuel djiboutien en phase avec l'exigence d'adaptation et de modernisation. Dans le reste de l'actualité, l'association ADAS a organisé une conférence littéraire autour du livre de Moussi Abdou intitulé Hawen. Cette conférence a été organisée en étroite collaboration avec le complexe sportif et l'association pour le développement durable des actions sociales. L'auteur du livre Hawen est Moussi Abdou Omar, président de l'association ADAS, Ahmed Iskah, ainsi que des professeurs ont pris part à cette rencontre. En effet, cette conférence fut autour du livre Hawen, écrivain talentueux donc, et c'était l'occasion d'aborder un certain nombre de questions relatives à l'écriture, ses implications et ses applications pour susciter leur engouement dans la lecture et de les inciter donc à l'exercice de la plume.
Et nous restons à Tadjoura. La douane de la région de Tadjoura, orchestrée par Djilani Chehem, chef du secteur Nord, en collaboration avec le régiment interarmé de Tadjoura, a saisi plus de 400 kilos de quat de contrebande provenant de l'Éthiopie dans la sous-préfecture de Doura. Le préfet a félicité l'équipe de la douane et l'armée nationale de Tadjoura pour le travail mené pour sécuriser la région. Il a rappelé les méfaits résultant de la contrebande qui engendre des activités néfastes pour le pays. En introduisant des produits illégaux tels que les drogues. Le directeur général de la douane, Gouled Ahmed Youssouf, a remercié également les éléments armés de Tadjoura, dirigés par le colonel Ali Chehem, pour leur collaboration et félicité aussi les agents de la douane. Ouverture officielle de la première branche auto-école SIAD dans les régions de l'intérieur, notamment à Ali Sabié. La cérémonie qui s'est tenue au siège du conseil régional a regroupé sur place le préfet de la région et Moussa Aden Migane, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldoun, le directeur de l'auto-école SIAD, Liban Mohamed, le président de l'annexe d'ASCA, Mohamed Ahmed Ibrahim, le directeur de l'agence Day, Faisal, et les différents services déconcentrés des membres de la société civile et des jeunes. Plus besoin de se déplacer vers la capitale pour avoir son permis de conduire. Désormais, les Assadjouk désireux peuvent apprendre et passer leur permis de conduire dans leur région. En collaboration avec la préfecture de la région, l'agence Day, partenaire de l'auto-école SIAD de Djibouti, a pris l'initiative de rapprocher l'obtention du permis de conduire aux habitants de la région. Suite à la cérémonie qui a eu lieu dans le bureau de la préfecture, Suleiman Ilmi Rayad, président de l'AJCD, l'association Assadjouk, qui a été le premier lauréat du Grand Prix du chef de l'État cette année, a remis au directeur de l'auto-école SIAD un chèque d'un montant de 940 000 francs Djibouti pour inscrire 20 jeunes chômeurs Assadjouk à raison de 47 000 francs par personne. L'objectif du programme de permis de conduire était de lutter contre le chômage par une formation professionnelle. L'AJCD est ainsi devenu le premier partenaire financier de l'auto-école SIAD, le centre d'instruction automobile de Djibouti, qui a ouvert jeudi 30 janvier ses portes, notamment sa branche d'Ali Sabié. Et nous restons à Ali Sabié. Dans la journée du mercredi, les élèves du lycée Arré, conduits par leurs professeurs, se sont rendus au lac Assal pour visiter les différents sites archéologiques et géologiques, accompagnés du proviseur du lycée Ahmed Abdelkader Oukiye et de professeurs encadreurs. Les élèves de la filière S, classe de première, ont pu observer les transformations géologiques et les potentialités en matière de géologie sur le site du lac Assal. À cette occasion, les élèves ont pu découvrir de nombreux lieux divers et sites géologiques de Djibouti qui étaient auparavant peu connus, tant en termes de beauté du paysage que des découvertes géologiques. Et enfin, sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide de la Fédération nationale de handball, la sous-direction régionale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de Dikil a abrité hier au complexe sportif de Dikil un match opposant l'équipe féminine de la garde républicaine à celle de Dikil. En effet, c'est la première fois du genre qu'un match d'un championnat national vient se dérouler dans une des régions de l'intérieur, et pour cela, il a été remercier et encourager les dirigeants de la fédération de cette discipline pour persévérer et aller de l'avant. Outre les clubs de la région, la délégation de la Fédération nationale de handball conduite par son président, les autorités locales, dont le préfet Adan Darar, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, les responsables de la sous-direction régionale du secrétariat d'État à la jeunesse au sport d'Ikil, ainsi qu'une foule de supporters ont pris part à cette rencontre. Et malgré le public de supporters venus nombreux, le FC Dikil a été battu par l'équipe de la garde républicaine. Championne avec les filles, c'est une très bonne chose. C'est également la première fois que le championnat se délocalise ici, parce que c'est toujours difficile de déplacer une équipe, de la rendre à Djibouti, de la faire jouer, de la faire revenir. Il a fallu également, surtout quand il y a un problème de sponsoring, c'est toujours difficile. Donc cette année, la fédération a bien voulu déplacer les équipes, les amener ici, pour que l'équipe également de Dikil évolue en terrain connu.
Bon, nous remercions l'effort consenti par la fédération à sa tête, Ahmed. Et là, nous passons à l'actualité internationale. L'aggravation de l'invasion acridienne menace la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est. La pire épidémie acridienne que certaines parties de l'Afrique de l'Est ont connue en 70 ans a besoin de quelques 76 millions de dollars pour aider à contrôler, et l'argent est requis par en fait maintenant, ont déclaré jeudi les Nations Unies. L'épidémie imputée en partie au changement climatique menace maintenant de se propager au Soudan du Sud et en Ouganda, et de nouvelles pluies dans les semaines à venir alimenteront une végétation fraîche et une nouvelle vague de reproduction. L'épidémie pourrait ne pas être maîtrisée avant juin lorsque le temps plus sec arrivera, ont déclaré les autorités. Déjà, les criquets donc se déplaçant en essaim de centaines de millions ont dénudé certaines cultures. Un représentant éthiopien au briefing a déclaré à la FAO que certains agriculteurs du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique ont perdu 90% de leur production. Les criquets se déplacent régulièrement vers la vallée du Rift en Éthiopie, le grenier du pays, selon l'ONU. Les autorités ont déclaré que la pulvérisation aérienne de pesticides est le seul contrôle efficace de l'épidémie, mais les responsables au Kenya et d'ailleurs ont déclaré que davantage d'avions et plus de pesticides étaient nécessaires. Même avant cette épidémie, près de 20 millions de personnes étaient confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire dans la région de l'Afrique de l'Est, longtemps confrontées à des sécheresses et des inondations périodiques. À Bruxelles, le bye-bye à l'Union Jack. L'Union Jack descendue dans la pénombre de Bruxelles. Le drapeau britannique a été retiré hier des institutions européennes. C'est le Conseil européen qui a inauguré le cérémoniel, suivi de 2 sièges du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg. Et partout, la même ambiance solennelle au Parlement. C'est le drapeau étoilé européen qui les a remplacés. En fin d'après-midi, le drapeau européen a été retiré de la façade de la représentation britannique auprès de l'Union européenne. Il a été hissé en revanche sur Scotland House, siège du gouvernement écossais dans la capitale européenne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a affirmé vouloir le meilleur partenariat possible avec le Royaume-Uni, même si, a-t-elle précisé, il y aura toujours une différence. Appartenir à l'Union, c'est quelque chose qui compte. Le président français Emmanuel Macron a déclaré que le Brexit est un choc et un signal d'alarme historique. Et par la suite, le parti du Brexit a fêté sa victoire. Les députés européens du parti du Brexit ont célébré leur sortie par un défilé de cornemuses. C'était tout simplement leur moment. Au même moment, les dirigeants de l'Union européenne ont publiquement voulu montrer leur force et leur détermination. La présidente de la Commission a averti Londres. La Grande-Bretagne va maintenant devenir un pays tierce. Et à chaque pays tierce s'applique la même règle. Seuls ceux qui respectent les règles du marché commun peuvent en tirer tous les avantages. Le parti du Brexit ne voudra certainement pas approfondir davantage cette relation avec l'Union européenne et plus vite les négociations iront, plus vite il pourra de nouveau crier victoire. Et enfin, les Lakers ont rendu hommage à Kobe Bryant. Le Staples Center avait le cœur lourd pour dire au revoir à sa légende. Les cœurs étaient lourds, chargés d'émotions et les yeux forcément embués. 5 jours après la disparition tragique de Kobe Bryant, le Staples Center s'était paré de ses plus belles couleurs, le jaune et le violet bien sûr, pour rendre un hommage mérité à sa légende. Un moment qui restera à n'en pas douter dans l'histoire de la franchise californienne. Des shows must go on, comme le disait si bien Freddy, mais avant cela, il fallait lui dire au revoir une dernière fois avant de passer à autre chose. Les Lakers avaient prévu de faire les choses en grand. Comment ne pouvaient-ils pas en être autrement? Et la demi-heure précédant ce Lakers Blazers, soudainement devenu bien futile, restera à n'en pas douter dans nos mémoires comme un instant tellement spécial. Dès les premières notes d'Amazing Grace interprétées par Usher, le Staples Center ne fait qu'un avec son idole et les images fusent plus vite encore dans les têtes des personnalités présentes que sur l'écran géant de la salle. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée et excellente journée sur Télé Djibouti.